Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, les vraies voix de l'été dans la chaleur, vous l'avez compris, nous vous accompagnons pendant 2 heures, que vous soyez au travail, en vacances, en déplacement, dans la galère. Nous suivrons l'évolution aussi du feu, désormais fixé mais pas encore maîtrisé dans l'Aude. Intervenez sur l'antenne de Sud Radio pour nous livrer votre point de vue. Pour cela, il y a un numéro 0826 300 300 et vos 2 grands débats ce soir. Déjà 17h30, vous avez vos habitudes. De Nice à Perpignan, d'Avignon à Montauban, des coins de paradis qui enivrent ceux qui y vivent et qui attirent ceux qui y passent le temps des vacances. Le Sud, sa chaleur, sa mer Méditerranée, ses massifs sauvages, son art de vivre, mais aussi ses drames. L'incendie dans l'Aude et l'actuelle canicule révèlent des problématiques. D'où notre question sur le compte X de Sud Radio. Réchauffement climatique, vivre dans le sud de la France représente pour vous un bonheur, un danger, une option, une contrainte. Vous avez 4 possibilités. Allez sur le compte X de Sud Radio, c'est Elvin Di Fazio qui s'en occupe aujourd'hui. Il a préparé tout bien, votez, on vous donnera le résultat tout à l'heure. Et puis on fera le point bien sûr dans ce premier débat avec Hélène Sandragnier, la présidente du conseil départemental de l'Aude, qui sera notre grand témoin. 18h40, c'est le débat de l'été. En France, la loi Duplon, le Conseil constitutionnel a tranché hier en censurant la disposition la plus contestée de la loi qui prévoyait la réintroduction sous condition d'un pesticide interdit de la famille de néonicotinoïdes. La loi amputée de cette mesure sera promulguée par Emmanuel Macron très rapidement. Essayez de trancher dans le désaccord entre les partisans et les opposants des pesticides. Voici la question sur le compte X de Sud Radio. L'utilisation de pesticides dans l'agriculture est pour vous inacceptable, risquée, souhaitable, nécessaire? Là aussi, 4 possibilités. Nous ferons le point, nous aurons un débat, nous en parlerons tout au long de cette soirée, bien sûr. Nous vous tiendrons au courant des événements, de l'évolution. Le feu est fixé mais pas maîtrisé dans l'Aude. Beaucoup de dégâts. Et nous vous donnerons la parole aussi. N'hésitez pas, c'est Tristan ce soir qui fait ses débuts au standard avec nous et qui, d'après les habitués, est excellent au standard. Testez-le, essayez de voir s'il est sympa, provoquez-le, et s'il répond bien, vous me le dites. Voilà. Allez, Tristan vous attend. 0826 300 300, les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Alors, il faut le savoir, Sud Radio est installé, vous savez, on a les studios alors à un endroit sur Paris, là vers Boulogne-Billancourt, où il y a pas mal de médias, TF1, ils y sont tous. L'équipe, ils y sont tous, tout ça. Et en ce moment, au mois d'août, vous n'avez aucun RER qui dessert l'endroit, aucun métro qui dessert l'endroit, quelques bus, mais qui sont reliés à des stations de métro, et forcément, on a une des 3 vraies voix qui galère, mais qui va arriver dans un instant. Donc je commence par les présents. Madi Saïdi, directrice en communication d'Influence et auteur. Bonsoir Madi. Bonsoir. Vous êtes arrivé comment ? Alors moi j'ai pas pris les transports. Bah vous avez raison, moi non plus. Moi non plus parce que c'était. Bah oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est une vraie galère. Mais bon, vous allez voir qu'on va être au complet dans un instant. Nous accueillons également Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Vous avez des choses à vous dire tous les deux. Vous êtes des pros de la com. Tout à fait. Bon, on verra si les avis divergent. Vous avez communiqué déjà avant l'émission, rapidement pour les présentations. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, elle vient de faire 1h50 de transport en commun dans la moiteur du mois d'août. Elle a relevé le défi de ceux qui demandent, et qu'elle soutient d'ailleurs politiquement de temps en temps, de privilégier les transports en commun. Je dis bravo à Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer, qui vient d'arriver. Priscilla, c'est dur cette semaine du mois d'août. Oui. Un petit peu essoufflé ? Non, à peine. Ouais. C'était quoi ? Parce que vous, c'était RER, métro, bus, la totale.
total. Il a Bon. marché à pied sous le soleil. Bon, là, vous avez du talent, mais moi, je le savais déjà. C'est-à-dire que vous arrivez pile au moment de vous présenter. Hein, Eh ben bonjour. eh ben oui. Vous avez été bien présenté, faites-moi confiance. Bon, on file au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, direction Perpignan. C'est important de gratter un petit peu dans cette région où il fait très très chaud. Et je connais Simon. Je connais Simon qui a déjà été souvent à l'antenne et qui est une référence. Simon, c'est à vous. Je vous avais pas eu encore une fois cet été. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et à vos invités. Alors, quand je dis Perpignan, c'est pas exactement Perpignan, c'est Villeneuve de la Rao, c'est ça ? Oui, c'est juste à côté, oui. Ouais, quelquefois, j'y suis passé à vélo pour mes entraînements jusqu'au Mont Canigou et tout ça, là, non ? Par là ? Ah, on n'est pas très loin. Oui, tout à fait. C'est le paysage. Oui. Moi, j'aime bien aussi faire de l'autre côté, c'est-à-dire on enchaîne Argelès, Collioure, etc., jusqu'à la frontière espagnole. Ça grimpe aussi, c'est pas mal à vélo. Hein, c'est pas mal. Bon. Bon, il fait chaud quand même. C'est pas très simple. Vous vouliez réagir et on est toujours très intéressé de ce que vous apportez comme regard. Simon, je disais, on vous connaît bien sur l'antenne de Sud Radio. Vous vouliez revenir notamment sur la galère pour les agriculteurs. On en parle beaucoup. Disons que les agriculteurs, depuis quelques années, sont toujours maltraités. De toute façon, ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. Le gouvernement ne les aide pas, au contraire, puisque sous la pression de l'Europe, il les laisse un peu... mourir à petit feu. Là, on rajoute maintenant la concurrence déloyale, même au sein de l'Europe, avec l'interdiction d'utilisation des pesticides. Il faudra qu'on m'explique comment fait-on pour le consommateur moyen de choisir entre un fruit ou un légume qui n'a pas eu de pesticides, parce que lui, ce qu'il choisit, c'est plutôt le prix. Alors, c'est très bien, Simon, pardon, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est très bien que vous en parlez, parce que, bon, là, je l'ai rappelé dans le sommaire de l'émission, ça sera notre débat à 18h40. Donc, justement, on va essayer... c'est bien que vous présentiez ce sujet. Et effectivement, on le développera tout à l'heure. On peut aussi dire que les agriculteurs, avec les feux de forêt, avec la canicule en ce moment, c'est une galère, hein, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est encore une fois de plus indirectement les écologistes qui sont responsables de toute cette galère, au-delà évidemment du réchauffement climatique, qui est quand même un phénomène le plus important. Parce qu'ils interdisent tout de telle manière, par exemple, on interdit justement de défricher, de nettoyer les ruisseaux, les rivières. Il y a eu énormément d'interdictions, ce qui fait que on laisse beaucoup de terrains en jachère avec des broussailles. En plus, nous ici, on est dans une zone très sèche. On interdit l'arrosage, on interdit les bassines pour justement pouvoir permettre l'agriculture de pouvoir quand même, se développer. À force de tout interdire, on va interdire de manger, quoi. On va nous donner à manger que des pilules. Je trouve que de toute façon, à force de maltraiter les paysans, on maltraite le français moyen en général, au-delà du simple agriculteur. Et simple, quand je dis simple, c'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire avec un énorme respect vis-à-vis de cette population qui trime, il n'y a pas d'autre terme, pour pouvoir s'en sortir, quoi. Bon. Et je trouve que de toute façon, ils sont maltraités de toutes parts. On laisse les minorités agissantes imposer leur point de vue sans nous justifier, en faisant juste des déclarations sans aucun support scientifique ou quoi que ce soit, ou ils choisissent ce qui les intéresse pour pouvoir de toute façon continuer dans leur délire et leur dogmatisme, voilà, quoi. Bon, nous essaierons de gratter tout ça, c'est promis, 18h40. Vous voyez, Simon, vous nous avez lancé finalement l'émission. Vous êtes notre auditeur fil rouge sur la première heure. Ça veut dire que vous jouerez tout à l'heure avec nous, notamment sur le blind test. J'espère que vous êtes calé en musique. Hier, on a eu le premier auditeur de la saison qui a battu toutes les vraies voix. Donc, vous devez de gagner. Et puis, on vous écoutera aussi dans notre débat parce qu'on va parler de votre si beau sud, le sud de la France, et notamment de l'Aude. Merci Simon, vous restez avec nous. Vous êtes notre auditeur fil rouge. Les trois vraies voix vont se préparer parce que vous avez entendu, les auditeurs vous challenge, que ce soit Priscilla Ludowski, Madi Seidi et Samuel Botton, ils sont prêts, ils sont tous arrivés et pour certains c'était pas simple et bravo encore une fois. On se lance dans un instant, Félix Mathieu va arriver avec les trois mots de la... Frédéric Brandel.
Ce soir avec nous, Madi Saïdi, Samuel Botton et Priscilla Ludowski. Nous accueillons, vous accueillez les auditeurs de Sud Radio. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. 3 mots, canicule, contrôle et interpellation. C'est à vous. 28 départements de la moitié sud vont basculer en vigilance orange canicule. Demain, dans l'Aude, les pompiers évoquent une météo favorable aujourd'hui sur le feu de 16 000 hectares désormais fixés. Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et provoque une levée de protestation de l'ONU à la Commission européenne. Beaucoup demandent à Benyamin Netanyahou de faire marche arrière. Et puis en Isère, il était recherché après avoir violemment attaqué le maire de sa commune. Pour un désaccord d'urbanisme avant-hier, le suspect a été interpellé aujourd'hui dans une commune voisine. Les vraies voix Sud Radio. Le retour de la canicule demain, 28 départements de la moitié sud du pays vont se colorer en orange sur les cartes de vigilance de Météo France. Sur le front de l'incendie dans l'Aude, les pompiers parlaient aujourd'hui d'une météo favorable sur le feu désormais fixé, -2 vent, un peu plus d'humidité. Les pompiers devraient désormais pouvoir concentrer leurs efforts sur le périmètre déjà touché de 16 000 hectares, explique le sous-préfet de Narbonne, Rémi Ressiot. Le travail va être, pour faire progresser du feu fixé vers le feu maîtrisé, le traitement des reprises d'incendie, des réactivations ou des points chauds. Le dispositif reste particulièrement important, l'ensemble des moyens reste considérable, 1850 pompiers, 600 véhicules à peu près, 600 engins. Appuyés, c'est important, ils ont fait un travail extraordinaire hier par les unités de génie, 8 bulldozers, 2 engins à chenilles, c'est 10 km de pistes qui ont été créés depuis hier, c'est considérable, c'est un travail qui vient aider grandement les 1850 pompiers qui sont là sans heures de repos et sans relâche pour lutter contre cet incendie qui est maintenant fixé. L'Aude, où les pompiers évoquaient un ciel plus facile pour les pompiers au sol, mais plus complexe en revanche pour les moyens aériens, un ciel bas. On en reparlera en tout cas de cet incendie dans quelques minutes avec la présidente du conseil départemental de l'Aude dans le grand débat des vraies voix. On sera aussi avec le préfet de l'Aude dans l'info en plus de 18h15. Ouais. Peut-être aussi avec nos vraies voix autour de la table, une réaction, les pompiers encore au boulot, Madi Saïdi. Oui, toujours. Et heureusement qu'on les a, parce que cette période est un petit peu difficile pour eux. J'imagine que comme tout le monde, ils auraient préféré être en vacances. C'est très compliqué, c'est là où nous aussi on a un rôle à jouer. Alors évidemment, il y a des territoires où il fait très très chaud, donc ça s'enflamme très vite. Mais il y a aussi le rôle du citoyen de faire attention, de ne pas balancer sa cigarette n'importe où, faire attention vraiment autour de soi quand on voit des premières arrivées de feu, de le signaler. Voilà, on est aussi là pour prendre soin des uns des autres et être vigilant dans cette période. La galère commence, Priscilla Ludowski, pour beaucoup d'habitants. Oui, on a l'impression qu'il y a 2 pièces, ou plutôt 2 phases d'une même pièce, où on a d'un côté les départs en vacances, où c'est censé être sous le signe de la joie, etc., du loisir, et puis de l'autre côté où il y a toujours ce souci de est-ce qu'il va y avoir un feu de forêt, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont allumer un feu, ou est-ce que des personnes auront des mauvaises habitudes comme le jet de cigarettes, de mégots. Et même, ça va plus loin, je pense qu'il y a la question aussi des vignes, dont j'ai beaucoup entendu parler, du fait qu'il y a quand même des phénomènes naturels qui empêchent la prolifération des feux. Et donc peut-être qu'il y a le manque de civisme et puis d'à côté peut-être des politiques qu'il faut mener différemment, mais en tout cas ça me ramène aussi aux manifestations des pompiers qui demandaient plus de moyens et plus de considération, donc je pense que ce sont des moments où on peut davantage les écouter surtout. Samuel Botton, beaucoup de déclarations, le Premier ministre qui est sur le pont, l'État doit montrer qu'il est là parce qu'on est un peu à la traîne L'État doit toujours montrer qu'il est là quand il y a une crise, ça c'est un premier point. Après, sur ces zones plus spécifiquement, il y a un point qui a été abordé très justement par Priscilla, c'est la question des zones touristiques et des zones de vacances. Donc vous avez effectivement cet afflux de vacanciers. On est sur des zones qui ont une multiplication de la population par 2, par 3, jusqu'à x10. Et effectivement, ça pose la question des incivilités, ça pose aussi la question du réchauffement climatique et de comment ces territoires y réagissent. Et après, concernant les incendies de ce type, ça va faire 15 ans qu'on le vit systématiquement chaque été à différentes portées. Facilement, ouais. Et c'est peut-être la plus grosse période de l'année pour les pompiers. Donc maintenant, comme on l'a dit, il y a des éléments favorables d'un point de vue météorologique jusqu'à un certain point. Il va falloir traiter ça rapidement et rester en alerte sur les autres zones à risque. Félix Mathieu, deuxième mot, contrôle. Le plan israélien pour la ville de Gaza suscite beaucoup de protestations à travers le monde. Oui, ce plan du gouvernement israélien pour une prise de contrôle militaire de la bande de Gaza doit être immédiatement stoppé, déclare le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dans un communiqué. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de son côté, demande également au gouvernement Netanyahou de renoncer à ce plan acté la nuit dernière par le cabinet de sécurité. Le Premier ministre israélien a confirmé à la chaîne américaine Fox News vouloir prendre le contrôle
contrôle de la ville de Gaza et de son agglomération. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. Nous ne voulons pas la garder, dit-il, nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner, nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur. Nous voulons la confier à des forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer et qui donneront aux habitants de Gaza une vie agréable. Ce n'est pas possible avec le Hamas. La seule façon d'avoir un avenir différent est de se débarrasser de cette armée néo-nazie. Le Hamas est un monstre, martèle Benjamin Netanyahou. Réaction justement du Hamas, ce plan coûtera cher à Israël. Le mouvement islamiste parle d'une aventure criminelle qui aboutira au sacrifice des otages israéliens qu'il détient encore. Du côté des habitants de Gaza, c'est l'inquiétude qui prédomine sur fond de situation humanitaire déjà critique. Bien sûr, tout le monde s'inquiète des récentes menaces israéliennes contre la bande de Gaza, car l'occupation de la bande de Gaza, ou de la ville en tout cas, entraînerait des déplacements de population. Et nous, en tant que Palestiniens, nous avons été déplacés des dizaines de fois, voire des centaines de fois pour certains. Réagit ici auprès de l'AFP Rafik Abou Jarad, un habitant déjà déplacé de Beit Laïa vers la ville de Gaza depuis la guerre. Alors que 2 millions de Palestiniens de Gaza sont menacés de famine selon l'ONU, en tout cas Israël promet de distribuer de l'aide humanitaire en dehors des zones de combat lorsqu'il aura pris le contrôle de cette ville de Gaza. Bon. Ok, troisième mot, interpellation. En Isère, l'homme recherché pour avoir agressé un maire a été arrêté. Arrestation annoncée par Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux. Les violences contre nos élus sont intolérables. Elles ne resteront jamais impunies, se réjouit le ministre de l'Intérieur. L'homme suspecté d'avoir violemment agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq pour un désaccord d'urbanisme a été interpellé aujourd'hui dans un village des environs. Il habite sur place depuis des années. Il avait pris la fuite, pour rappel, après avoir porté plusieurs coups à l'arme blanche au maire avant d'essayer même de le renverser avec sa voiture. Ça sent les terribles querelles de village, Samuel Botton. C'est plus large que ça. Depuis 2020, il y a une hausse des agressions envers les élus locaux. Et il faut se poser les questions des raisons de cette colère. Ça va faire peut-être maintenant 10 ans. Et encore plus ces 5 dernières années que la population a un sentiment d'abandon, de déclassement, et les premiers de cordée, c'est forcément les élus locaux, c'est forcément une municipalité, parce que en tant que citoyen, c'est la première personne vers laquelle on se tourne. Et là, comme vous l'avez dit, c'est une affaire de village sur une question, je crois, de construction. Ça fait quelques mois que ça durait. Ouais. Voilà, donc forcément, à un moment, on atteint un point de retour. Non pas que je légitime la violence, absolument pas, et c'est intolérable et c'est condamnable. Mais ça doit aussi éclairer sur l'exaspération qui commence sincèrement et sérieusement à animer les citoyens. Ouais. Je vais vous faire réagir globalement parce qu'il y a aussi un point que vous vouliez développer, Félix Mathieu. L'actu, c'est aussi la censure de la mesure de Bruno Retailleau sur l'allongement de la durée de rétention des étrangers. Oui, mesure retoquée, elle aussi, par le Conseil constitutionnel. C'est avec une extrême préoccupation que j'ai pris connaissance de cette décision. C'est donc avec une gravité, une solennité particulière que j'y réagis, souligne le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau annonce vouloir présenter de nouveau un texte modifié afin d'allonger donc la durée de rétention des étrangers présumés dangereux en vue de leur expulsion. Mesure retoquée par le Conseil constitutionnel. Il précise, Bruno Retailleau, qu'il va demander son avis cette fois au Conseil d'État et qu'il présentera cette nouvelle version le plus tôt possible au Parlement. Réaction, Madi Saïdi ? C'est compliqué quand on sait que, quand on connaît les attentes des Français sur la question des OQTF, c'est très compliqué aujourd'hui. Les gens ont une mesure d'éloignement, c'est très difficile de les éloigner, d'abord parce que les pays d'origine n'acceptent pas forcément de les recevoir. Et là, le Conseil constitutionnel, sans surprise, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas surprise, l'a retoqué. Il y a 2 choses. Il y a déjà le texte en lui-même. Je crois qu'il est important aussi dans les ministères de revoir leur manière peut-être de travailler pour être capable de présenter un texte qui ait beaucoup plus de chances de passer que d'être retoqué. Donc ça, je pense que le ministre en a conscience, et d'ailleurs il dit qu'il va revoir ce texte et le rendre peut-être plus adapté aux attentes du Conseil constitutionnel, qui n'a pas manqué de dire dans quelle mesure ce texte pourrait être revu et peut-être plus acceptable. Mais ça pose aussi une vraie question, parce que on a eu quand même en France ces dernières années, et même ces derniers mois davantage, beaucoup de cas d'agression, même de meurtre. Moi, j'ai en mémoire le cas de la jeune Philippine qui a été assassinée par une personne, voilà, absolument, à la porte de du Bois de Boulogne. Absolument, par une personne qui était au QTF. Et la question qu'on se pose quand on entend ce genre de choses, c'est pourquoi il était encore là sur le territoire. Le rôle du Conseil constitutionnel, Priscilla Ludowski, là, sur 2 décisions cruciales, instance que vous appréciez ?
Après, je ne sais pas si apprécier c'est le terme. Je sais que j'ai beaucoup plaidé pour qu'on réécrive la Constitution pour y mettre des choses qui nous protègent davantage. Mais sur tous les sujets, il y a beaucoup d'associations qui militent pour un amendement en particulier. Ouais. Il y a la parité sociale, il y a la protection d'environnement, il y a le droit des femmes, etc. Donc je pense que c'est le règlement intérieur de la France et qu'à un moment donné, si on veut re-questionner la manière dont fonctionne la Constitution, on pourrait mettre en place des choses avec une participation citoyenne beaucoup plus active que ce qu'on a connu jusque-là pour faire que ce soit plus protecteur. Mais moi, je voulais réagir à ce qui avait été dit avant sur les maires, où pour moi, rapidement, c'est vraiment une alerte, l'atteinte à l'intégrité physique des maires, particulièrement parce que c'est l'élu qui, en face des citoyens, a beaucoup plus la confiance populaire. Et ça a été démontré à plusieurs reprises. Donc en fait, il y a les ministères, il y a les personnes qui sont nommées, donc les ministères, il y a le président ou la présidente, il y a ensuite les députés, tout ce qui transite entre le maire et donc l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Mais quand on arrive au maire, on se dit c'est là qu'on fait davantage confiance. Et quand on voit qu'ils sont agressés de manière aussi facile, je pense qu'on peut davantage être inquiet de ce que ça peut se traduire après, sur le terrain. C'est surtout ça après. Bien, alors merci Félix Mathieu pour les 3 mots de l'actu. On prolonge, vous savez, avec le petit dernier de l'équipe de la rédaction, notre petit Paul Vinal. Vous avez vu, chaque jour il installe sa rubrique. Alors, on s'est adapté, Paul, à la situation dans l'Aude. Vous avez dégoté quelque chose qui est très intéressant sur les feux de forêt. Tout à fait, aider les pompiers à mieux anticiper les feux de forêt. Cette semaine, plus de 120 petits boîtiers connectés par satellite ont été installés sur près de 190 hectares aux abords du pont du Gard. Alors accrochés au tronc d'arbre, ces capteurs mesurent la pression atmosphérique, la température et l'hygrométrie dans un rayon de 200 mètres. Les explications sur ce boîtier par Éric Guibouribeau, chef du groupement des prévisions et responsable du projet pour le SDIT 30 au micro de l'AFP. Qui peut très bien détecter un départ de feu, à savoir donc dans les fumées, à 200 mètres autour de ce capteur, détecter des particules dans les fumées. Donc c'est des particules chimiques. Et à ce moment-là, il peut donner l'alerte à un service sécurité, et le service sécurité peut déjà vérifier si c'est bien un départ de feu, si c'est pas un dysfonctionnement, mais surtout peut intervenir immédiatement avec un extincteur ou un seau d'eau. Il peut bien entendu, et si c'est un feu, prévenir les secours, et là on interviendra. Pour l'instant, le système est encore en phase d'étude, mais des milliers de capteurs seront installés par la suite dans les lieux fréquentés par le public. Le dispositif devrait être opérationnel pour l'été prochain. Oui, voilà visiblement une aide précieuse et beaucoup d'efforts sont à faire. Bien sûr, nous allons parler. Merci Paul Vinel. Avec plaisir. Allez, dans un instant, c'est le rêve de tant de Français. Partir vivre dans le sud, à proximité du pourtour méditerranéen. Et puis il y a ceux qui ont cette chance de résider et de travailler à l'année au cœur de l'Occitanie, de la Provence ou de la Côte d'Azur. Les événements de cet été rappellent toutefois une dure réalité, celle de la canicule, du surtourisme et des feux de forêt. Nous vous posons la question sur le compte X à propos du réchauffement climatique. Vivre dans le sud de la France représente pour vous 1. Un bonheur, 2. Un danger, 3. Une option, 4. Une contrainte. Allez-y, donnez-nous votre point de vue. Mais bien sûr, ce sujet va être l'occasion de nous intéresser à la situation de l'Aude et nous avons l'immense plaisir d'avoir Hélène Sandranier, la présidente du conseil départemental de l'Aude, qui va nous accompagner pendant une partie de ce débat parce que évidemment elle a beaucoup de travail à faire. Madame la présidente, merci, vous êtes avec nous, je vous ai entendu effectivement. Dans quel état se trouve votre département alors que 1500 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour maîtriser le feu? En quelques mots pour lancer le débat, on dira. Eh bien, on dirait, mon passé de soignante me ferait dire, nous avons dépassé l'urgence absolue. Nous sommes en urgence relative parce que les villages tentent de revenir à la vie, et très concrètement, l'eau, l'électricité, le téléphone. Et puis nous rentrerons dans une phase de convalescence, de réadaptation et de transformation. Ouais, le parallèle est très pertinent, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, on a tout de suite compris. On se donne rendez-vous dans un instant. Vous êtes avec nous pendant un petit peu de temps. Merci, Madame la présidente du conseil départemental de l'Aude. Dans un instant, le grand débat. Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Un trio particulièrement performant et remonté. Madi Saïdi, directrice en communication d'influence et auteur. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Elles sont nos 3 vraies voix ce soir. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Les habitants de l'Aude s'organisent pour l'après, au moment où certaines reprises de feu sont en cours, même si le bilan annoncé par les pompiers fait état d'un feu fixé. Alors que le feu qui a détruit 17 000 hectares du massif des Corbières est donc toujours non maîtrisé, les uns pleurent les dégâts en tout genre, les autres redoutent un chaos économique annoncé. Cette si belle région confère au mythe de la vie dans le sud beauté, soleil, nature, air pur. Mais les catastrophes liées au climat se reproduisent et interrogent. Nous vous posons la question, vous êtes nombreux à y répondre sur le compte X de Sud Radio. Réchauffement climatique, vivre dans le sud de la France représente pour vous un bonheur, un danger, une option, une contrainte. Vous dites un bonheur à 56%, un danger à 8%, une option à 18%, une contrainte à 18%. Continuez de voter, c'est important d'avoir votre point de vue. Mais l'urgence, bien sûr, c'est la situation dans l'Aude. Hélène Sandranier, la présidente PS du conseil départemental de l'Aude, est avec nous. Madame la présidente, juste les dernières nouvelles font état de reprise de feu en cours. La situation climatique, le moins qu'on puisse dire, n'est pas favorable à l'absence de ce genre de phénomène. On est d'accord ? Ah, ça, on est d'accord. Je viens d'avoir le colonel là, avant de venir vous voir et vous parler. Effectivement, on a une petite reprise, mais la reprise est traitée par nos pompiers. Hein. Voilà. Bon. Après, nous devons faire le maximum avant demain midi, puisque après nous rentrons en période caniculaire avec annoncé un vent du nord qui attise évidemment les fraises. Bon, alors, vous l'avez compris, hein, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Vivre dans le sud de la France représente pour vous, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous, dans l'Aude, vous êtes face à un drame économique qui risque d'avoir des conséquences très, très, très néfastes. Nous sommes face à un drame économique, mais pas que, un drame également écologique, un drame social. Mais ce drame, il nous impose des solutions. Et ces solutions, nous devons les porter, nous, les élus, mais nous avons besoin de l'État. Le Premier ministre est venu il y a 24 ou 48 heures. Nous lui avons exposé la situation, nous lui avons donné des raisons de cette situation. Raisons que nous dénonçons, que nous énonçons depuis des mois. J'ai écrit des lettres à tous les premiers ministres qui se sont succédés tous ces derniers mois. Oui, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, la problématique. Bien sûr que non. Nous sommes les départements méditerranéens les plus impactés par le changement climatique. Quand ça fait plus 2 au niveau national, ça fait plus 4 chez nous. Aujourd'hui, nous avons un climat qui est quasiment un climat semi-aride. Sur la côte, le littoral, il tombe moins d'eau ou autant d'eau que dans les pays du Maghreb. Alors, les vraies voix ont des réactions et des questions. On commence par Priscilla Ludowski à Hélène Sandranier, donc la présidente du conseil départemental de l'Aude. Priscilla. Oui, j'entends ce que vous dites et quand vous parlez du fait historique, en fait, c'est pas une nouvelle que votre secteur est en proie à de grandes sécheresses. Et je me posais la question des solutions que vous auriez voulu mettre en place si vous aviez les moyens. Et qu'est-ce que ça contenait, ces lettres que vous avez adressées aux différents ministres qui se sont succédés? Les lettres, elles alertaient notamment sur l'impact du changement climatique sur nos cultures. Elles disaient aidez-nous à les transformer, soutenez les viticulteurs. Il faut réfléchir à la question effectivement de l'eau. Pour prendre ce premier exemple, il n'y a pas de culture sans eau. Donc, il faut ouvrir des chantiers. Alors, quand je dis chantier, c'est pas en taille, mais il faut envisager la possibilité, effectivement, de retenue locale. Il faut envisager d'aller chercher de l'eau peut-être plus loin. Hein, je pense au Rhône. Il y a actuellement une étude qui a été lancée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la transformation des cultures. Alors, transformation, polyculture, même si nous le constatons et nous le savions,
l'empirie nous l'a prouvé, la vigne est celle qui résiste le plus à la fois à la sécheresse et également au feu. Là, aujourd'hui, ce qui n'a pas brûlé, c'est les vignes. Justement, voilà, c'est ça, c'est QFD. Celle qui reste, parce qu'elle est là la question. Oui. Alors, il y a une crise de viticole, on ne va pas y rentrer, mais il y a à prendre en compte effectivement l'adaptation de cette viticulture de façon à ce que on puisse continuer cette production, et il faut aider, parce que il faut aider les agriculteurs, il faut leur donner les moyens de cette transformation, et nous avons, dans ce cas de figure, un double effet qui se coule, en quelque sorte, c'est-à-dire que on traite la dimension économique que vous évoquez, et on traite derrière la dimension que je qualifierais d'écologique. Il y a donc des transformations sur les cultures, sur les irrigations à mener. Et en balance, bon, on y reviendra un peu plus tard si vous voulez, mais il faut y revenir. Il y a la question du financement des centres d'incendie et de secours des SDIS et des moyens qu'on leur attribue. Bon, alors ça c'est une vraie réflexion. Vous lancez finalement sur Sud Radio ce soir un appel à réfléchir à un nouveau monde. C'est en substance, c'est en substance ce que dit le Premier ministre François Bayrou, Samuel Botton. Il faut qu'on remodélise notre alors on dit en général le logiciel, c'est le mot à la mode, Samuel Botton. Faut les start, mais c'est un débat qu'on a sur plein de sujets. C'est un débat qu'on pourrait avoir sur les pesticides, où il faut repenser l'agriculture de A à Z. On en parlera tout à l'heure. Notre politique environnementale qui, depuis la COP21, n'a jamais pris les bonnes directions. Et il y a plein de sujets où à un moment, il faut redémarrer le logiciel français, repartir de zéro et essayer de travailler avec les normes actuelles. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai bien aimé le développement que vous avez eu au tout début de votre intervention sur les différentes étapes que vont suivre cet incendie. Et ma question, elle recoupe ça. C'est quel va être l'impact à long terme, et surtout comment, économiquement et d'un point de vue environnemental, on se relève d'un drame de cette ampleur, par la mesure. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Aujourd'hui, soit on a des terres dévastées, soit on a un vin qui, parce qu'il a pris la fumée, est invendable. Donc, les aides, le Premier ministre disait, je vais faire de ce territoire une expérimentation, mais nous l'attendons de pied ferme. Mais il y a des mesures qui doivent aussi venir directement du département, de la région, des municipalités concernées. Mais bien sûr, mais si vous voulez cela, nous ne le découvrons pas. Nous avons des politiques sur la reconquête des friches, nous avons des politiques sur des soutiens à des transformations de pratiques, mais vu la dimension de la problématique, notre action est insuffisante. Elle a besoin du soutien de l'État. Il faut faire de ce territoire un territoire d'expérimentation. Ouais, voilà, test, c'est-à-dire on ne peut pas descendre plus bas. C'est l'occasion justement de reconstruire. Non. Voilà. Mais exactement. Voilà. Cet après-midi, j'étais dans la zone. Je suis allée rencontrer les maires parce qu'évidemment ils ont des tas de problèmes et nous les aidons à les résoudre. J'ai vu des élus à la fois abattus, mais finalement qui se disent mais c'est peut-être une formidable opportunité qui nous est donnée. C'est-à-dire cette transformation et de l'avenir de nos territoires. Alors, on peut imaginer aussi que le département est en train de s'organiser parce qu'il y a des gens qui sont dans une détresse, il faut venir au secours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madi Saïdi? Peut-être une réflexion, puis un échange avec la présidente du département. Oui, j'avais une question à Madame la Présidente. Pardonnez-moi le côté peut-être abrupt de ma question. Oui, en fait, tout ce qui se passe sur le territoire, c'est des choses qui arrivent depuis tellement d'années. Et alors, pardonnez-moi aussi le fait que je ne sois pas peut-être assez consciente de la réalité de ces territoires. Moi, je suis vraiment très parisienne, bien que je suis petite fille d'agriculteur, mais bon, les terres sont encore très loin de moi. Mais comment se fait-il qu'avec toutes ces années, on a exactement les mêmes problèmes, les mêmes catastrophes? Est-ce qu'il n'est pas possible peut-être d'être plus prévoyant, de prévenir quelque chose au niveau local? Parce qu'effectivement, alors, on attend tous après l'État,
Mais je crois qu'aussi les territoires aussi ont certainement, enfin, je pense que les territoires ont aussi la possibilité peut-être de prévenir, de s'organiser, peut-être un petit peu en amont pour éviter en tout cas que les catastrophes soient de pire en pire chaque année, en sachant que quelque part on les connaît déjà. Hélène Sandranier. Si vous me permettez, madame, vous avez raison de le dire, cela. Mais là, ce à quoi nous sommes confrontés, en termes de puissance, dépasse l'entendement. Et honnêtement, ce que vous dites, mais on aurait pu, mais honnêtement, dans ces corbières, les maires n'ont pas attendu, par exemple, pour défricher, pour créer des sentiers, des tracés dans les maquis. Mais madame, tout cela ne se fait pas sans financement. Et les petites communes, là nous avons des communes de 50 habitants, 60 habitants, 70 habitants. Elles n'ont pas les moyens. Nous, les collectivités, nous les soutenons. Mais de la même façon, je ne vais pas vous sortir le refrain sur l'état des collectivités en France. Je vais quand même me laisser aller sur les collectivités départementales, qu'on prive de leurs recettes, de leur budget. C'est peut-être les mieux lotis quand même des institutions en France, les conseils départementaux, mieux que les mairies, mieux que les régions. Non, pas du tout, même l'État. Alors allez dire ça à des maires de grandes villes, vous verrez comment vous serez reçus. Mais je ne sais pas comment je serai reçue, mais là, même le gouvernement a accepté l'idée que nous ne pouvions pas être traités comme les autres collectivités. Oui, parce qu'il y a cette situation particulière. Réaction, Priscilla Ludowski. Oui, on parle de prévention, de mesures préventives et faites dans l'urgence, mais ma question c'est le chiffrage, parce que vous dites voilà, on peut pas faire sans argent. Visiblement, vous mettez des choses en place, ou les maires mettent des choses en place qui ne suffisent pas. Et que là, je ne sais pas si c'est réel. J'ai lu que ça faisait 50 ans qu'il n'y a pas eu un incendie d'une telle ampleur. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, mais en tout cas, j'entends que ce soit intense et que peut-être il y avait des plans qui permettaient de faire face à des choses d'ampleur. Mais si vous n'avez pas les moyens, lorsque vous faites vos lettres au ministre, est-ce que vous avez des plans pour justement de telles c'est la question la plus concrète. Combien, Madame la Présidente, combien faut-il? Attendez, parce que... Est-ce qu'il y a un chiffrage avec un plan précis pour des choses d'envergure? Voilà, c'est ma question. Mais des chiffrages, je peux vous en donner un. Là, actuellement, nous menons une expérimentation de défrichage dans les maquis des corbières. Bon, cette expérimentation qui ne concerne que quelques kilomètres s'élève à un montant de 600 000 €. Nous ne pouvons le faire que parce que nous avons un financement de l'Europe. Ouais, ça c'est intéressant aussi. On est sur ces dimensions-là. Donc une transformation telle que nous la souhaitons, effectivement demande un chiffrage, mais demande un soutien évident de l'État. Moi je m'excuse, mais aujourd'hui notre pays et tout l'arc méditerranéen est confronté à une transformation climatique qui modifie complètement nos environnements, nos façons de vivre, nos façons de produire. Au niveau national, concrètement, on n'est pas préparé, c'est ce que vous dites. Mais oui. Oui, c'est en substance le message que vous portez effectivement. Et justement, vous parliez du pourtour méditerranéen. Notre auditeur fil rouge Simon, qui est lui donc dans les Pyrénées-Orientales, donc ce sont vos voisins. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Alors justement, Simon, il y avait la petite question clin d'œil. Les auditeurs disent quand même que vivre dans le sud, c'est avant tout un bonheur à 53%, un danger à 10%, une option à 18% et une contrainte à 19%. C'est juste une petite consultation. Mais vous, comment, en tant que habitant historique de Perpignan, Simon, vous voyez l'évolution du bien-être dans la région? Moi, je dirais qu'une chose, c'était un bonheur. Mais le problème, c'est pas uniquement le sud, quelle que soit la région de France. Ce n'est plus bonheur de vivre en France, tout simplement. Alors bon, ça c'est une autre question. On est bien d'accord, mais essayons quand même de centrer sur la région. Vous, qu'est-ce qui fait que c'est moins un bonheur? Est-ce que c'est ce réchauffement climatique? Est-ce que c'est ce surtourisme? Ces caprices météorologiques? C'est quoi pour vous? Évidemment, le climat a des conséquences. Cette année, ça a été un peu particulier, puisqu'on a eu plus de pluie que d'habitude au printemps, et ensuite on a eu une sécheresse. Mais simplement, le
problème, c'est que on a tellement de contre-pouvoirs, de minorités qui nous imposent des tas de choses et qui empêchent effectivement de mettre en place tout ça. Et en même temps, on a un problème de financement, comme l'a dit Madame la Présidente du Conseil départemental. Le problème, c'est pareil, c'est que les conseils départementaux dépensent énormément d'argent pour du social, puisque tout a été répercuté chez eux, et ils ne peuvent plus financer le reste. De toute façon, il faut savoir que tout est lié et qu'il faut impérativement revoir surtout les dépenses budgétaires et les orienter sur des nécessités, et ça c'est une nécessité. Bien, bon, merci. Réaction, et vous aurez la conclusion. Allez-y, Hélène Sandranier. Oui, mais je voudrais quand même, si vous me permettez, monsieur, on a traité la dimension adaptation économique, environnementale. Moi, je voudrais revenir sur les pompiers, monsieur. Allez-y. Voilà, parce que depuis des mois, avec mes collègues des autres départements de France, parce que c'est nous qui avons la responsabilité des pompiers. Le financement nous incombe en partie, majoritairement, avec les collectivités, les communes et les intercos. Je vous donne un exemple au doigt. Moi, cette année, le budget du SDIS, des pompiers, du fonctionnement, là, je l'ai augmenté, c'est la seule augmentation que j'ai pu faire. J'ai fait des restrictions partout. J'ai enlevé 23 millions de mon budget. Mais j'ai mis 3 millions de plus sur le SDIS. Parce que sans pompiers, nous ne faisons rien. Depuis des années, nous disons à l'État, le mode de financement du SDIS touche des limites. Il faut que nous, là aussi, il faut repenser ce système. Parce que nous avons besoin de pompiers, parce que nous avons besoin de matériel qui soit capable de s'adapter à des feux d'une telle amplitude. Voilà un exemple concret de la complexité. Hélène Sandranier, merci mille fois, vraiment, de nous avoir accordé de votre temps, Madame la Présidente PS du Conseil départemental de l'Aude. On continue évidemment sur Sud Radio de suivre l'évolution de votre département. On doit vous laisser aussi à vos nombreuses occupations, mais vraiment, mille merci d'avoir pu échanger avec nos vraies voix qui avaient plein de questions, avec nos auditeurs. On se retrouve, nous, dans un instant pour se détendre. Bien sûr, on va jouer, mais c'est vrai, on a tous une pensée pour les pompiers, on l'a dit, pour tous les habitants de l'Aude aujourd'hui, après ce qui s'est passé. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Restez bien avec nous parce que la discussion se poursuit. Les préoccupations dans l'Aude, nous étions avec la présidente du conseil départemental, nous y reviendront, la problématique des agriculteurs, mais cette émission sert aussi à se détendre et à jouer. Et elles sont là, les trois vraies voix, Madi Saïdi, Samuel Botton, Priscilla Ludowski. Elles se font défier, ces vraies voix, par Simon, notre auditeur de Villeneuve-de-la-Raho, à côté de Perpignan. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est le moment, Simon, vous êtes prêt ? Tout à fait. Bon, alors il y a un thème. Le thème, c'est bon. Je dois vous faire une petite confidence. Je pars 15 jours en vacances, donc ça fait 5 semaines que je suis avec vous. Donc j'ai pris un thème, quelques impressions avant les vacances. Donc vous verrez, les titres sont un peu ce qu'on ressort de cette période. Vous aurez 9 extraits. Chacun joue pour sa pomme, c'est-à-dire Priscilla, Madi, Simon et Samuel. Le plus rapide qui nous donne l'interprète marque un point. Il y a 9 extraits, mathématiquement, tout est possible jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, justement. Attention, alors quelques impressions avant les vacances. C'est parti, qui chante ça ? Oula, je l'ai... Oh la honte. Je sais plus. Alors ? Je le connais, en plus je l'ai dans ma playlist, la honte. Un duo, hein ? Oui. C'est ceux qui chantent le dimanche au Babako, là. Oui. C'est Mamadou et Mariam. Voilà. Ah, Mamadou et Mariam. Ah ouais, c'est ça. Mais la réponse, elle est donnée par Madi. Ouais. Oui, aidée un petit peu quand même par Priscilla, mais bien. Ça lui est venu c'est vrai. Voilà, les temps ont changé. C'est le premier titre qui m'est venu. Les temps ont changé après ces 5 semaines. Alors, autre réaction comme ça, un peu plus simple. Attention, c'est aussi plus simple peut-être la réponse. Voilà qui je suis. Me voilà même si. Simon, vous l'avez ? Me voilà Non. Non, c'est... Concours Eurovision de la chanson.
Loane, non. Non. Ah c'est oui, la dernière, je crois. La brune, oui. Oui. J'ai pas son nom en tête. Barbara Ouais, Pravi. C'est Barbara Pravi. C'est Barbara Pravi. Bravo, Samuel. Samuel, 1 point. Madi, 1 point. Simon et Priscilla, pour l'instant, rien. Mais il y en a pour tout le monde. Alors attention, qui est l'interprète de ça? À l'assaut de ses formes MC Solar. Oui, unique là. Un peu tard, Simon. Reconnaissable. Le problème de Samuel, c'est qu'il est un peu fan de ce genre. Sur MC Solar, vous pouvez pas. C'est m'a élevé. Oui. Non, et Simon était pas loin, Samuel. Il a fallu sortir. Musicalement, j'entends. Non, mais moi aussi, je l'adore. Bien. Bon, on est à 2 pour Samuel, 1 pour Madi, 0 pour Simon et Priscilla. Faut un temps de réaction de 5 minutes. Qui ne vont pas tarder à rentrer dans le jeu. Attention, extrait 4. Laisse-moi rêver. Patricia Cass, on dirait. Morane. Lara. Oui, bien, Lara, Fabien, Simon, bien sûr. J'ai cru Morane. Il est là, Lara. Il est là, Simon, pour Lara, Fabien. Elles ont fait un duo toutes les deux, Morane. Bon, Morane, moi, c'est ma préférée, mais je peux pas vous la passer à chaque fois. Tu es mon autre, le duo. Oui. Ah bah. Et très belle chanson. Bon, donc, il est pas bon. seule Priscilla, seule Priscilla n'a pas encore marqué. Attention, 5e extrait facile, qui chante? Aznavour. Oh là là. J'ai une question, Frédéric. Est-ce que tu nous as prévu Johnny allumer le feu ou pas du tout? Non, justement, je me suis refusé. Je l'attends depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, parce que c'était quand même. Oui, c'était tentant. Oui, mais vous l'avez entendu, hein, Simon. Le problème, c'est que Samuel, il est parti avant même que on entende la voix de Charles, hein, juste sur les petites notes. Ouais, bien. Oui, parce que pour moi, ces 5 semaines ont été aussi formidables. Partager ça avec vous. Allez, alors. En fait, ces 5 semaines. On continue. Je fais aucun clin d'œil, mais quand même, donnez-moi l'interprète. Je ne sais que parler d'amour. Alors là, je sais pas. Juliette Armanet. Oui, écoutez. Allez, on avait la flamme quand même. J'ai osé. Si seulement on est arrivé à la fin. Là, au moins, j'aurais su que c'était. Parce qu'au moins, les refrains, je fais. Ça fait 2 points, Simon. Et Simon qui talonne Samuel m'a dit. Non, mais là, c'est pas bon. Là, des femmes, là, il faut qu'on se. C'est pas possible. Après, vous savez, il reste 3 extraits. Tout est encore possible, y compris l'égalisation de Priscilla à la première place. Bon, là, franchement, ça doit être facile. Écoutez qui chante. Monseigneur l'astre solaire. Brassens. Alors j'ai entendu Samuel, mais est-ce que Simon l'a donné? Non, je regarde Marie Le Gall. Notre réalisatrice qui me dit non. Donc effectivement Samuel 4. Ouais, Samuel. Donc, ça y est, il est parti. Là. Seul... aucun mérite, c'est grâce à Poulvord dans Podium. Oui, j'ai reconnu l'imitation. Bon, seul Simon peut encore égaliser. Attention, très simple aussi, on y va. C'est Madi Saïdi. J'adore, moi j'ai été élevé avec Claude François, ma mère c'est une. C'est même Claudette quand j'ai. Et évidemment, un clin d'œil à Aude, à Zach et à Tristan qui se sont succédés au standard. Le téléphone a souvent pleuré. Moi, ça n'arrive pas. Bien, alors, Samuel a gagné quoi qu'il arrive. Après, il reste. Plus, c'est ça? Oui. Il offre le point ou pas? Non, ça se joue pour la 2e place entre Madi et Simon, ou alors notre Priscilla nationale essaye de marquer enfin un point. Qui chante ça? Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Simon. Oui, je sais, on connaît. Allez, une réponse. Embrassez-vous, enlacez-vous. Une fois, 2 fois. Le nom ne me revient pas. Le grand, l'immense Toulousain. Ah, ben oui, Claude Nougaro. Claude Nougaro, c'est pour vous la 2e place. Simon, médaille d'or Samuel, médaille d'argent Simon, médaille de bronze Madi et Priscilla. 0 point.
incroyable. Non, mais c'est important de garder sa réputation. Merci Simon. Merci Simon d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez, vous êtes un habitué. Plaisir pour cette dernière de la semaine et avant les vacances en ce qui me concerne, d'accueillir nos 3 vraies voix. Madi Saïdi, directrice en communication d'influence et auteur. Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Ils se tiennent prêts, nos vraies voix. Alors prêtes, parce que c'est une vraie voix. Voilà, c'est comme ça. Et nous sommes tout oui, puisque nous allons au standard au 0826 300 300. Le standard. Allez, moi, en fait, j'attendais un petit truc, mais il n'y a pas besoin de petit truc, on y est tout de suite. C'est Valérie de Narbonne. Bonsoir Valérie. Bonsoir Frédéric. Bon, plaisir de vous avoir à Narbonne, on le rappelle, sous-préfecture de l'Aude. On avait déjà eu l'occasion de faire un petit point avec vous par rapport aux incendies. J'aimerais que vous nous disiez, qu'on prenne le temps de se dire où est-ce qu'on en est, et puis vous surtout, ce qui vous semble peut-être un peu plus révoltant après coup, même si il y a toujours quelques petits départs de feu. Allez-y Valérie. Les feux sont fixés, mais on n'est pas à l'abri que ça redémarre et puis c'est pas terminé tout ça. Mais bon, il y aura bientôt plus rien en Aude. On va être sinistré de partout. Il y a plus de cheptel. Partout on demande la destruction on tue nos bêtes. Il y a des primes à l'achat et donc il n'y a plus de vignes. Très bon pour arrêter les feux, les vignes d'ailleurs. En passant, c'est à demander si on réfléchit un petit peu, à se demander si c'est pas voulu tout ça. Parce que du vent, des feux, il y en a toujours eu. Ouais. Mais celui-là est plus important que les autres aussi, Valérie. Oui, mais je me demande d'où ça vient, tout ça. Quand on voit que M. Bérou nous sort que ça a à voir avec le climat, excusez-moi. Déjà, si on avait des bêtes dans nos paysages comme avant et des vignes, ce ne serait pas arrivé tout ça. On aurait pu les fixer bien plus tôt. Oui, pour le fameux débroussaillage, c'est ça. Oui, notamment, on en a pas mal parlé. Oui, parce que vous faites bien de le dire. C'est-à-dire, il y a les dégâts, il y a aussi beaucoup de bêtes qui ont péri dans ce terrible incendie. Absolument. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de revenus, plus de ressources. Et voilà. Et je me demande si tout ça, l'interdiction de planter de nouveaux cépages, l'abattage des bêtes, la fin du vignoble, la fin de l'agriculture, c'est pas un projet. Vraiment, je m'interroge. D'ailleurs, il y a des projets photovoltaïques qui étaient prévus aux alentours de Ribot, qui avaient été rejetés. Maintenant, c'est réalisable. C'est bizarre tout ça, n'est-ce pas En fait, vous, ce qui est intéressant, Valérie, c'est que avec vos mots et puis aussi avec votre émotion, et votre émotion pour nous est très 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 importante à entendre parce que elle dit beaucoup de la situation. Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais il y a aussi l'émotion des habitants et vous en faites partie. Mais ce qui ressort de tout cela, et on en parlait avec la présidente du département, c'est que il y a besoin de réfléchir sur le mode de fonctionnement global sur une région qui est en pleine évolution. Et vous le dites très bien. Juste une chose, Valérie, est-ce que vous avez dans votre entourage, vos amis, des relations, des gens qui aujourd'hui sont dans une situation d'attente de relogement, de problématiques particulières, notamment au niveau matériel? Bien évidemment, je vous rejoins dans ce que vous venez de dire. Il est évident qu'il faut réorganiser notre département. C'est évident, bien sûr, que j'ai un tas de personnes de mes relations qui sont en cours de relogement, qui ont perdu quelqu'un de cher. Et bien sûr, c'est absolument dramatique, cette situation, d'autant qu'il va falloir compter, encore une fois, la solidarité il y a des cagnottes qui sont mises en place dans les réseaux. Voilà, moi ce qui m'interloque aujourd'hui, c'est qu'on va devenir de plus en plus contrôlable et corvéable.
Et voilà, on nous habitue à vivre avec de moins en moins d'argent, de moins en moins de moyens, de moins en moins de ressources. Voilà, puisque l'État nous raquette sans arrêt. On nous dit qu'on a bientôt à la merde, hein, excusez-moi du langage, mais j'en peux plus. Venu de je ne sais pas où, c'est bidon, là. Voilà. Bon, ouais. À coup de confinement, à coup de couvre-feu, et ça fait longtemps que ça dure. Alors voilà. Bon, merci beaucoup Valérie. Vous nous aviez déjà fait part de premières observations, et là, on est avec vous dans ce que vous ressentez, et c'est très important. Et d'ailleurs, restez bien avec nous, puisque dans un instant, nous allons recevoir le préfet de l'Aude, puisque Félix Mathieu arrive pour l'info en plus. Nous revenons donc avec nos 3 vraies voix sur la problématique de l'après, même si les feux sont toujours malheureusement encore non maîtrisés. Mais nous nous posons toutes ces questions sur Sud Radio. À tout de suite. La Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Les vraies voix ce soir, Madi Saïdi, Samuel Botton et Priscilla Ludowski. C'est le moment important, nous vous le disions, avec l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. On retourne dans l'Aude, Félix Mathieu, avec vous. Autour de l'incendie désormais fixé, la mobilisation contre d'éventuelles reprises reste capitale. Des bulldozers de la sécurité civile creusent des pistes ou défrichent et élargissent les pistes existantes pour faciliter les déplacements des camions de pompiers, là où les risques de reprise sont les plus élevés. Une zone de 16 000 hectares, donc, d'un incendie désormais fixé depuis hier soir. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'est fini. Nous sommes en ligne avec le préfet de l'Aude pour en parler. Bonsoir, Christian Pouget. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le préfet. Merci d'être avec nous, monsieur le préfet, dans les vraies voix sur Sud Radio. Où en est-on ce soir? Les pompiers évoquaient une météo favorable aujourd'hui, mais on imagine que la canicule et la vigilance orange demain appellent un maintien des efforts tout particuliers. Oui, tout à fait. Le chantier n'est pas terminé. Il faut traiter l'ensemble des réactivations qui, ici ou là, remettent un peu d'incendie sur le terrain. Et donc, une surveillance constante est faite sur les 90 km de lisière que compte cet incendie. Et donc, c'est une zone très importante à surveiller. Et c'est pour ça que le dispositif des pompiers est encore massif pour surveiller sur les jours qui viennent l'ensemble de l'évolution de la situation. Est-ce que cette canicule annoncée accroît votre inquiétude dans ce contexte ? Oui, parce que, si vous voulez, une combinaison d'air chaud, de température élevée, de vent, eh bien, favorise, on va dire, un peu une forme d'auto-allumage des racines d'arbres qui peuvent conserver encore de la chaleur ou quelques braises. Et c'est ça qui provoque des réactivations de feux et qui doivent être traitées le plus rapidement possible. Monsieur le préfet, on est à combien de personnes évacuées toujours en dehors de chez elles ce soir et que va-t-il se passer ensuite pour celles et ceux qui ont perdu leur maison? Quelle est la procédure? Qu'est-ce qui les attend maintenant? Alors sur les personnes qui restent en dehors de leur domicile, petit à petit, eh bien, elles peuvent réintégrer leur domicile. On évalue à peu près 300 personnes ce soir le nombre de foyers, de maisons qui n'auront pas été réalimentés par l'électricité, par l'eau et par le téléphone. Donc on ne conseille pas dans ces conditions à ces personnes de réintégrer leur domicile, mais les choses évoluent heure par heure et à chaque fois qu'on a un rétablissement des réseaux, eh bien ils peuvent réintégrer leur domicile. S'agissant des personnes qui ont vu leur maison détruite, eh bien il faut qu'elles se retournent vers leur assurance pour pouvoir rapidement organiser les sujets. On a déjà fait 2 réunions
moi-même et puis le sous-préfet de Narbonne avec l'ensemble des maires concernés pour voir avec eux les situations un peu atypiques, si vous voulez, de personnes qui n'auraient pas de solution de relogement provisoire pour voir comment les aider. Monsieur le préfet, on a eu beaucoup de réactions sur l'antenne de Sud Radio. Vous l'avez peut-être entendu précédemment, une auditrice de Narbonne. Nous avions tout à l'heure la présidente du conseil départemental. Il y a beaucoup de réflexions et autour de moi, donc nos vraies voix, avec une question pour vous de Madi Saïdi. Oui, bonsoir monsieur le préfet. Ma question portait sur l'avenir, sur l'après. Est-ce qu'on peut imaginer, ou peut-être l'avez-vous déjà imaginé, un projet sur comment les gens vont se reconstruire, mais comment éviter ça dans les années à venir? Est-ce que déjà on peut imaginer un plan avec les collectivités locales? Je pense aux maires, je pense au département, je pense aussi aux régions. Est-ce que vous êtes déjà en réflexion sur ça pour éviter que l'année prochaine, malheureusement, les citoyens se retrouvent confrontés au même problème? On est en réflexion évidemment, mais je dirais plus qu'en réflexion, il y a des choses, comment dire, sur lesquelles il y a un certain consensus, c'est-à-dire d'abord renforcer ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement, parce qu'on sait bien que les endroits où cela a été fait correctement, eh bien le feu n'est pas passé, il s'est arrêté, où il n'y a pas eu de dégâts aux maisons, donc c'est un premier point. Donc là, il y a une nécessité de conviction à faire auprès des personnes, mais je dirais que malheureusement cet incendie sert un peu de leçon à tout le monde sur la nécessité de procéder à ces débroussaillements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est en lien avec la profession viticole, la nécessité de trouver comment maintenir les vignes qui agissent comme des coupe-feu. On l'a bien vu là aussi autour des villages quand elles étaient entretenues et en bon état. Et puis il y a aussi la question de la gestion de la forêt dans l'ensemble des communes qui ont été touchées par le feu. On a une forme d'éparpillement de la propriété de ces forêts, avec une difficulté de gestion, voire une absence de gestion de la forêt, c'est-à-dire que il y a des arbres qui auraient dû être abattus pour être vendus ou organisés, qui sont restés, qui ont grandi et qui évidemment sont devenus lors de l'incendie des véritables torchères. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on a bien, monsieur le préfet, la problématique qui était soulevée justement précédemment à l'antenne, et là vous répondez concrètement. Peut-être aussi une réaction sur l'aspect financier autour de la table. Allez-y, Samuel Breton. Moi, c'était pas tant sur l'aspect financier, mais c'était plutôt le côté opérationnel qui m'intéressait, et tout ce que vous avez vécu ces 3 derniers jours. Et j'imagine que si une situation aussi exceptionnelle demande une communication de crise qu'il soit tout autant, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment sur ces 3 derniers jours vous êtes coordonnés de ce point de vue-là, que ce soit pour alerter les habitants, les touristes, parce qu'ils sont nombreux par chez vous, notamment du fait de la présence de nombreux campings, et comment on arrive à garder un sentiment de mobilisation et une diffusion de l'information qui soit générale et efficace? Eh bien, simplement en ayant des communiqués de presse réguliers qui sont consultés et consultables sur les réseaux sociaux de la préfecture. On a eu une augmentation très significative des connexions sur nos réseaux sociaux. Et puis moi-même et les différents sous-préfets sont intervenus, comme je le fais à l'instant, dans les radios, les télés, pour faire passer les messages. En plus, évidemment, de la communication que faisaient les pompiers là-dessus. Il y a des messages pédagogiques à faire passer sur pourquoi on agit de telle et telle manière, et puis des messages, je dirais, de façon de réagir sur le fait de, par exemple, ne pas encombrer les routes pour aller prendre des photos des Canadaires, parce que évidemment ça perturbe l'organisation des secours. Vous voyez, ce genre de choses. Donc il faut être très présent en termes de communication pour expliquer les choses et faire comprendre que un incendie d'une telle ampleur, eh bien, ça ne s'éteint pas avec juste un seau d'eau, mais qu'on a besoin de temps
et on a besoin d'hommes pour le faire, et évidemment de moyens aériens. Et puis il faut pas oublier aussi la logistique, parce que les 2500 pompiers, il faut les nourrir, les faire coucher. Les 2000 personnes qui au maximum étaient évacuées de leur domicile, de la même manière, ils ont été accueillis, nourris, logés. Tout ça, c'est une logistique importante qui se voit pas forcément, mais qui a été mise en place sans difficulté. Bon, alors je sais qu'on doit vous libérer, mais encore merci, monsieur le préfet de l'Aude, Christian Pouget. Juste peut-être la question financière, parce que tout à l'heure c'était le cas de Priscilla Ludowski. Rapidement, et vous Priscilla, et vous monsieur le préfet? Ouais. Oui, tout à l'heure on a évoqué avec la présidente du conseil départemental la question de l'expérimentation pour faire mieux la prochaine fois, en espérant qu'il n'y ait pas de prochaine fois, mais bon, voilà, ça fait un certain temps que ça dure et qu'on sait que ce phénomène peut arriver. Il est juste plus extrême là, mais elle a évoqué un chiffre, 600 000 € pour une expérimentation. Qu'est-ce que ça vous évoque? Elle a beaucoup questionné la responsabilité de l'État. Oui, écoutez, je n'ai pas entendu sa réaction, donc je me garderai bien de faire un commentaire. Moi, je pense que chacun a pu constater dans le ciel l'ensemble des moyens nationaux qui sont venus à l'aide du département de l'Aude, et l'ensemble des moyens financiers massifs s'agissant de l'État. Donc chacun dans sa responsabilité prendra les décisions qu'il faudra. Merci beaucoup monsieur le préfet de l'Aude, Christian Pouget. Merci Félix Mathieu pour votre info, en plus de nous avoir mis à disposition monsieur le préfet de l'Aude. Évidemment, nous restons sur Sud Radio très à l'écoute de ce qui se passe. On vous le rappelle, certains petits départs de feu encore, même si le feu est fixé. Nos vraies voix sont en forme, vous les avez entendues. Ça va être dans un instant leur tour de table. À tout de suite. Adi Seidi, directrice en communication d'influence et auteur. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Voici, mesdames et messieurs, vos tours de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et plouf plouf, on commence par Madi Saïdi, une société en perte totale de civisme. Allez-y. Oui. Alors c'est le thème que j'ai choisi ce soir. Comme beaucoup de Français, j'imagine, depuis quelques années, je réfléchis de plus en plus à la société dans laquelle je veux vivre, mais aussi dans la société qu'on va laisser à nos enfants, si tant est on leur laisse quelque chose. Et le civisme, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que finalement, c'est pas grand-chose. C'est ce comportement qu'on peut tous avoir pour faire en sorte qu'on puisse finalement vivre tous ensemble, en bonne intelligence, sans aucun problème. Et malheureusement, je trouve que depuis quelques années, ce civisme qui relevait même du bon sens, disparaît de plus en plus, mais dans toutes les franges de la société et à tous les niveaux. Ne serait-ce que par exemple ce bonjour quand on arrive dans un lieu public, dans une boulangerie, dans une salle d'attente de médecin, on dit bonjour, même quand les gens ne les connaissent pas, non. J'en ai un autre, le merci. Voilà. Les gens ne disent pas bonjour, ils font la gueule, ils disent pas merci, non plus. Dans la rue, quand on a des déchets à jeter, moi je les garde dans mon sac jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Des gens les balancent. Regardez Paris comment c'est dégueulasse. Les mégots de cigarettes, vous en avez partout. Ouais. Puis il y a des idiots qui jettent des mégots de cigarettes et ça met le feu à la forêt. Absolument. Et le dernier en date, et qui m'a particulièrement touchée, parce qu'il se trouve que pendant des années, j'ai été secrétaire général de l'Union des anciens combattants. Donc pour moi, la mémoire, c'est très important. Et il y a ce manque de civisme qui s'est passé dernièrement à l'Arc de Triomphe. Ce monsieur qui dépasse tout le monde. L'Arc de Triomphe, c'est connu mondialement, tout le monde connaît. Il y a quand même des drapeaux, donc quand on arrive, on sait que c'est un lieu de mémoire. Il y a des gens, il y a une petite barrière de sécurité, mais rien n'y fait. Le monsieur passe, il va sur la tombe de ce soldat inconnu, qui encore une fois est encore cette histoire qui, quelque part, fait qu'on a quelque chose en commun et qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce soldat inconnu qui, finalement, parle aussi bien à vous, à moi, qu'à quelqu'un d'autre de l'autre côté de la Méditerranée. Il passe. Pourquoi faire? Pour allumer sa cigarette, comme ça, tranquille, il allume sa cigarette et il s'en va. Et en fait, c'est ce genre de choses, ce genre de gestes qui peut, moi me révolte. Et plus on en a, et moins on pourra vivre ensemble. On en a tous les jours, de pire en pire. Et le pire, c'est que
c'était pas un jeune de 14 ans ou 12 ans. C'est un monsieur, c'est un homme d'un certain âge. Et voilà, c'était un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui. Et je vous dis merci. Madi Saïdi. Samuel Botton, la loi PLM. Ah, là, on est dans les élections. Hein, les cartes totalement rebattues. Paris, Lyon, Marseille. Sujet passionnant. Alors, si vous habitez à Paris ou Lyon-Marseille, sachez que la réforme PLM a été définitivement enterrée et qu'elle rejoint son créateur, à savoir le maire iconique de Marseille, Gaston Defferre, qui a aussi été ministre de l'Intérieur sous Mitterrand. Ah oui. Et ça nous fait un retour en arrière en 1982. Pourquoi cette loi PLM à l'époque ? Parce que Gaston Defferre avait une priorité, c'est de faire en sorte d'être réélu systématiquement et dans la facilité. Loi qui a par la suite profité à de nombreuses personnes, je pense notamment à Anne Hidalgo, je pense à Jean-Claude Gaudin, et c'est pas plus mal, ça nous a évité Jean-Noël Guérini à l'époque. Ça c'est votre choix, hein, le Marseillais. Hein. Bon, tout le monde ne pense pas comme vous. En tout cas, on en est là. Donc aujourd'hui, voilà, on y est, et on va retourner à un mode de scrutin qui va être un suffrage universel direct. Ça va amener un vrai micmac sur les prochaines élections où les Lyonnais vont devoir voter 3 fois, les Marseillais vont devoir glisser 2 bulletins. Dieu seul sait ce qui va se passer à Paris, et surtout, ça rebat définitivement les cartes. Mais vous n'êtes pas pour ? Moi, la question, c'est pas est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre. Je compose avec les lois de mon pays, je suis citoyen, je vais voter, et je voterai quand on me demandera de voter. Par contre, là où ça m'interroge, c'est sur le timing dans lequel ça a été fait. C'est le manque de préparation de ce PLE en vue d'une municipale qui se tient dans même pas 8 mois. Donc en fait, c'est d'avoir en tête tous les enjeux qu'il va y avoir pour les électeurs, de faire la bonne pédagogie. Et puis, surtout, c'est une réforme qui va tout changer et qui rebat les cartes. Donc il y avait, par exemple, à Marseille, je pense à Benoît Payan, qui avait jusque-là un vrai boulevard. Et est-ce que ça continuera pour lui ? C'est une vraie question. Je pense à Lyon, où aujourd'hui, ça permet de rebattre aussi les cartes. On a entendu parler d'une probable candidature de Jean-Michel Aulas. On sait que les écologistes ne sont pas forcément pour le reformatage de ce mode de scrutin. Et enfin, il y a la question parisienne, où là, pour le coup, on a Rachida Dati. Rachida Dati, mais Anne Hidalgo s'en va. Le PS est en manque de figure d'incarnation pour cette municipale. Je suis même à 2 doigts de vous dire que elle pourrait revenir au pied du mur pour essayer de sauver son camp. Et puis il y a la question Rachida Dati, qui à force d'être partout n'est plus nulle part. Elle est mal vue par le camp présidentiel, elle est mal vue par ses propres troupes. Et une municipale, ça se gagne sur le terrain, ça se gagne avec des militants. Mais on a eu beaucoup de contre-arguments qui ont dit que pour une fois, les électeurs pouvaient voter directement pour le maire, et pas via les arrondissements. Bien sûr, mais après ça pose la question des équilibres territoriaux. Effectivement. Mais il y a débat. En tout cas, merci pour votre tour de table, cher Samuel Botton. Et le sujet de Priscilla Ludowski, la marche de Lilith et Chacha contre le chlordécone. On nous emmène dans les Outre-mer, je crois, alors. Avec un petit détour par 50 villes. Lilith et Chacha, en fait, c'est un couple, et c'est l'acte 2 de leur action. Ils avaient déjà marché jusque Marseille, et là, il et elle ont sélectionné 50 villes, donc de l'Hexagone, mais simultanément avec 3 départements, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est ouvert, celles et ceux qui veulent marcher pour dénoncer, ou plutôt soutenir les victimes de ce pesticide, qui est un pesticide qui a été implémenté, qui a été autorisé, on va dire ça comme ça, par Jacques Chirac il y a un certain nombre d'années, et qui continue de polluer les sols, la faune, la flore, et qui cause des maladies vraiment très difficiles pour les ouvrières agricoles dans un premier temps, qui étaient en première ligne, des bananeraies en Martinique et en Guadeloupe, et qui témoignent à travers la page de Lilith et Chacha. Donc n'hésitez pas à y aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ils font des lives pour débattre. Ils sont un petit peu embêtés par des riverains qui ne savent pas trop pourquoi ils marchent, donc du coup, il y a pas longtemps, ils ont fait une vidéo pour dire... Faites un bel accueil, voilà, s'il vous plaît. Ils ne comprenaient pas. Mais c'est l'occasion d'échanger aussi, d'essayer de... Mais c'est le but, d'ailleurs. On marche, on rencontre des gens, on leur explique pourquoi on marche. Donc tout ça, c'est surtout pour dire qu'en fait, il faut un plan vraiment de réparation. Donc d'abord de réparation des sols, et aussi de prise en compte des maladies qui découlent de cet insecticide plus que pesticide, et qui causent vraiment même des maladies aux enfants, retard moteur, etc. Et font de la Martinique et de la Guadeloupe les tristes champions du monde du cancer de la prostate. Et le gouvernement n'a rien fait. Et d'ailleurs, on a reparlé du chlordécone au moment du Covid, puisque quand il a fallu convaincre les habitants des Outre-mer de suivre les consignes, cet argument a été ressorti en disant regardez, vous nous avez trahi une fois avec le chlordécone, qui est vraiment un cas très très important. Merci beaucoup Priscilla Ludowski pour ce tour de table. Dans un instant, la loi du plomb qui concerne au premier plan le monde agricole sera prochainement promulguée par le président de la République. Les sages du Conseil constitutionnel ont retoqué hier la disposition prévue
prévoyant la réintroduction sous condition de l'acétamipride, un pesticide jugé contraire à la charte de l'environnement. Positionnez-vous sur le cœur du problème de ce débat majeur de l'été 2025. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. L'utilisation de pesticides dans l'agriculture est pour vous 1. Inacceptable, 2. Risqué, 3. Souhaitable, 4. Nécessaire. Nous vous posons la question, répondez. Nous aurons Jean-Marc Governatori, que vous connaissez parce que c'est un homme politique, mais c'est d'abord, dans ce débat, un conférencier à l'ONU et un auteur de nombreux livres sur le sujet. Il est, bien sûr, je vous le rappelle, coprésident d'Écologie au Centre. Jean-Marc Governatori, bonsoir. Une petite question avant de lancer le débat. La décision des sages est plutôt une bonne chose ou pas pour vous ? C'est une bonne décision, mais c'est une bonne décision très partielle. Il y a beaucoup à faire en matière d'agriculture bio et sans pesticides de synthèse. On va en parler dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ah, le sujet, il vous passionne, c'est l'un des gros sujets de cet été. On en parle avec Madi Saïdi, avec Samuel Botton, avec Priscilla Ludowski. Voici le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Conseil constitutionnel a tranché hier en censurant la disposition la plus contestée de la loi qui prévoyait la réintroduction sous condition d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes. Les sages ont en revanche validé les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. La loi sera promulguée donc par Emmanuel Macron dans sa nouvelle version. Plus généralement, ça pose des débats et nous vous suggérons cette question sur le compte X de Sud Radio. Vous êtes nombreux à réagir. L'utilisation de pesticides dans l'agriculture est pour vous inacceptable, vous dites oui à 26%. Risqué, vous dites oui à 24%. Souhaitable, vous dites oui à 10%. Nécessaire, vous dites oui à 40%. Il est très intéressant de voir la nuance entre souhaitable et nécessaire. Je vous laisse réagir. En tout cas, nous en parlons donc bien sûr avec nos vraies voix, mais aussi avec Jean-Marc Governatori, conférencier à l'ONU, auteur de nombreux livres sur le sujet et coprésident d'Écologie au Centre. Voilà, je rappelle qu'Écologie au Centre est une écologie qui n'est pas très à gauche, donc pas très punitive, si je veux essayer de resynthétiser. On est d'accord, Jean-Marc Governatori ? C'est de l'écologie intelligente. Par exemple, en matière de pesticides de synthèse, on ne dit pas qu'il faut zéro pesticide de synthèse, mais l'utilisation de pesticides de synthèse devrait être l'exception et pas la règle. Et aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays et en Europe, la règle, c'est encore beaucoup de pesticides de synthèse, d'où toutes les maladies que nous connaissons. Bon, autour de la table, on continue. Priscilla Ludowski, qu'est-ce qui, dans cette loi Duplon, vous semblait relever du bon sens? Parce qu'il y avait quand même des points positifs. Est-ce que vous en voyez dans cette proposition de loi Duplon? Que ce soit la loi Duplon ou une autre, je trouve qu'on régresse à chaque fois. Alors j'entends ce que dit le monsieur, mais je trouve parfois que c'est dans la radicalité qu'on entend les voix qui alertent, malheureusement. Et je ne sais pas exactement tout ce qu'il y avait de potentiellement positif dans cette loi. Le fait de protéger les agriculteurs, notamment sur une concurrence déloyale au niveau européen. Mais je pense que c'est au niveau européen qu'il faut agir à ce moment-là. En fait, on n'interdit pas les importations avec des règlements différents qui sont au détriment des agriculteurs ici et dans les Outre-mer. Et à côté de ça, on crie à tort et à travers que les pesticides sont, et c'est la réalité, la mutuelle des agriculteurs dit que la première cause de décès des agriculteurs au-delà du suicide, ce sont leurs enfants et eux qui sont victimes des pesticides. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on peut pas se mettre autour de la table? Et quand je dis autour de la table, je fais référence à ceux qui avaient émergé pendant l'année Covid, c'est l'année 2020, je l'appelle l'année Covid, où il y avait une convention citoyenne sur les questions essentielles, et notamment celle de l'agriculture. Et je pense qu'il faut mettre autour de la table les acteurs concernés, notamment les agriculteurs, pour savoir comment faire pour avoir une agroécologie. Je pense qu'on y est, on a des exemples qui fonctionnent d'agroforesterie, d'agroécologie, et ils font sans pesticides, parce qu'il y a des pesticides, parce que la nature fait bien les choses. À un moment donné, au-delà d'expérimenter, il faut pouvoir commencer à rentrer dans ce modèle-là. Et en fait, les agriculteurs peuvent être mis autour de la table. Moi, ce que je voyais dans la crise, quand on a eu les agriculteurs qui sont montés à Paris pour dénoncer leurs conditions de vie,
à aucun moment on se dit il faut peut-être mettre en place un espace démocratique qui leur permette de co-construire ces solutions, et peut-être que parmi ces solutions il y aurait des alternatives comme ce que dit le monsieur. Peut-être qu'ils diront pas le zéro pesticide, mais peut-être qu'ils auront à cœur de contribuer à un nouveau plan, et je trouve que c'est pas le cas, ça manque. Et même les agriculteurs qui sont dans les territoires d'outre-mer dénoncent cette loi et disent qu'elle elle n'accompagne pas réellement les agriculteurs. Bon, Jean-Marc Governatori, le monsieur. Pardonnez-moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Bon, Jean-Marc Governatori, sur la première partie de ce que vient de nous dire Priscilla Ludowski, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez été candidat aux élections européennes. Qu'est-ce que concrètement on peut faire? On va essayer de régler cette question de l'Europe déjà, parce que en n'étant pas à armes égales, on ne peut pas dire aux agriculteurs vous ne vous défendez pas. Donc est-ce qu'il y a un moyen de faire pression sur l'Europe pour que cette loi-là qui empêche les pesticides soit suivie par les 26 autres? D'abord, il faut bien passer le message partout que environnement préservé, c'est santé préservée. Donc, ce qui est capital, c'est qu'on est tous prioritairement intéressés par notre santé propre, et le décideur politique devrait aussi avoir comme priorité la santé des individus, parce que c'est aussi un coût financier colossal. Le premier coût financier de la France, c'est la maladie, 300 milliards d'euros, entre autres à cause des pollutions et entre autres à cause des pesticides. Mais pour que ça réussisse, il faut une coopération entre le décideur politique et le consommateur. Le consommateur, il a évidemment son rôle à jouer. En matière d'acétamipride, ça concerne principalement les noisettes et les betteraves, mais il est capital qu'enfin, sur tous les produits, bon, parlons de l'alimentation, puisque c'est le sujet de la minute, mais il est capital que l'étiquetage montre clairement l'origine des produits, mais de façon très claire. Parce que le consommateur ne doit pas consommer des produits importés tant qu'on ne peut pas les interdire, qui sont produits avec des éléments qui sont nocifs pour la santé. On va y revenir, Jean-Marc. On va y revenir. Évidemment, il y a plein de questions. Mais sur l'histoire de l'Europe, parce que je reviens sur ce que disait Priscilla Ludowski. Alors, vous disiez, il faut qu'on se parle, donc peut-être en 26 langues. Enfin, il y a en Belgique, ça devrait poser moins de problèmes. Voilà. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire pression sur le Parlement européen pour que ces pesticides, en tout cas les très dangereux, soient interdits sur l'ensemble de la communauté européenne? C'est possible ou pas? Bien sûr qu'il y a moyen de faire pression, sauf que sur 27 pays, il y en a 26 qui le veulent. Donc là, vous êtes très minoritaire. Donc, il ne faut pas croire que la solution ne vient que du politique, Monsieur Brendel. La solution, elle vient du politique et du consommateur. Mais pour ça, il faut que le consommateur il puisse savoir. Donc, la mesure de l'étiquetage est une mesure capitale. Ça coûte 0 et chacun prend ses responsabilités. Et à partir du moment où vous avez une grande majorité des députés européens qui valide l'utilisation de l'acétamipride, eh bien, sur ce sujet-là, par exemple, mais aussi sur les autres pesticides de synthèse, il faut informer le consommateur qui, lui, à un moment donné, a à faire un choix. Ouais, le choix, il est tout de suite fait. C'est celui du moins cher, Madi Saïdi, non? C'est ça le problème, quoi. Oui, c'est sûr, c'est celui du moins cher. Mais la réalité, c'est que chez le consommateur, c'est comme chez le politique. Chez le politique, en réalité, personne ne parle de la même voix. Mais chez le consommateur, c'est aussi la même chose. Il y a quand même une certaine partie de gens chez les consommateurs qui vous disent « Ah bah oui, mais c'est normal, il faut les utiliser ». Vous en avez d'autres qui sont peut-être plus nuancés et qui ont peut-être un regard peut-être plus souple sur la question sur la question des pesticides, mais c'est hyper compliqué en réalité. Là, il vient d'être dit justement que 26 pays sur 27 étaient pour. Comment on fait? C'est quand même terrible. Il y a une vraie discorde au niveau européen. Même nos amis allemands, on est assez proches politiquement sur les avancées et tout ça. Oui, effectivement. Moi, je préfère les Pays-Bas, par exemple. Oui, mais la vérité, c'est que les pays n'ont que des intérêts et rarement des amis. C'est ça la vérité. Et c'est hyper compliqué. Depuis tellement d'années, on a le même discours. C'est hyper compliqué. Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'en France, nos agriculteurs soient soumis à certaines normes, et des normes assez drastiques quand même, et qu'en Ukraine, par exemple, c'est le contraire, et qu'on accepte que ces produits puissent venir en France et qu'ils soient vendus. Parce que la consultation sur le compte X de Sud Radio, vous continuez de voter, mais on va dire ceux qui sont plutôt défenseurs de la cause des agriculteurs qui disent on en a besoin, disent beaucoup plus que ces pesticides sont nécessaires dans le sens obligation pour vivre, pour vivre dans la concurrence, j'entends bien. Plutôt que souhaitable, parce que souhaitable et il y a inacceptable et risqué quand même. Samuel Botton, on s'en sort pas de l'Union européenne. C'est un échec terrible de l'Union européenne, cette question, non?
Alors, oui et non. C'est-à-dire déjà, il faut bien recentrer le débat sur les raisons et le pourquoi de la loi du plomb. Donc c'est une question qui a plusieurs points de vue et plusieurs angles de considération. Le premier, il est démocratique. La façon dont cette loi est passée, a été votée, l'absence de débat, le fait qu'une pétition derrière arrive à la remettre en cause. Conseil constitutionnel qui invalide, etc. Et après, il y a de mon point de vue la vraie question. Et il faut changer d'angle, c'est pas la question des pesticides, c'est des pesticides, oui, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Dans quel sens ? Quelle agriculture ? Et donc, à partir de là... Jean-Marc Governatori va nous le dire, mais continue. Je vais finir parce qu'on attaque la loi de plomb sur les mauvais axes. Donc, il y a effectivement le discours, les pesticides, c'est mal, c'est mauvais pour la santé, mais... Comme vous l'avez dit justement, monsieur Governatori, c'est des pesticides qui sont réintroduits sur la culture de la betterave et de la noisette. Donc c'est très encadré et surtout, on est sur des agricultures qui ne sont pas nourricières, mais qui sont plutôt pour de la transformation en sucre, donc c'est un cas très particulier. Et on me dit, il faut sauver l'agriculture. D'accord ? Mais ça s'applique pas ici. Vous pouvez me le tourner de toutes les manières. Aujourd'hui, sur cette question de la loi du plomb, ce n'est pas forcément la première considération. Et enfin, il faut régler la question des pesticides parce que de toute façon, pour l'instant, vous êtes bloqué, j'y reviendrai après. C'est des pesticides qu'on introduit pour l'industrie agroalimentaire ou est-ce qu'on l'introduit pour de l'agriculture locale et de la consommation directe aux consommateurs ? Et enfin, je conclue là-dessus, il y a effectivement la question de la compétitivité, du cadre de l'Union européenne et il faut surtout accompagner les transformations. Et c'est là où j'ai peut-être un désaccord avec vous, Priscilla, sur ce point et sur les exemples que vous avez donnés. Oui, parce que Priscilla dit il faut aller fort, il faut taper fort. Et elle a raison. Ouais. Et elle a raison. Mais elle dit il faut aussi exactement, mais il faut prendre en compte aussi les problématiques que sont les nôtres, l'agriculture telle qu'elle est en France et comment elle a évolué ces 30-40 dernières années. Faut repenser le modèle agricole et ça, il y a 3 piliers, c'est l'économique, l'humain et le technique. Et là, aujourd'hui, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est, passez-moi l'expression, un peu à poil sur ce sujet. Bon, alors Jean-Marc Governatori... D'où la Convention citoyenne sur l'agriculture. Par exemple, voilà, et c'était votre proposition. Jean-Marc Governatori, vous connaissez très bien cette émission Les Vraies Voix. Les gens qui sont autour de la table sont forcément des gens brillants, et vous en avez été. Alors, répondez à ces brillantes petites remarques. Allez-y, Jean-Marc Governatori. Il faut bien savoir que l'élément acétamipride, c'est une goutte dans l'océan. L'agriculture française utilise autour de 100 000 tonnes de pesticides de synthèse chaque année, c'est-à-dire 3 kilos à l'hectare. Donc on fait partie des grands consommateurs de pesticides de synthèse, un peu moins que le Brésil, un peu moins que les États-Unis, mais selon les calculs, parce qu'il y a quelques différences selon les experts par rapport à l'Espagne ou l'Allemagne. Donc on est déjà l'acétamipride, c'est qu'un des problèmes. La problématique, elle est bien plus globale que ça. C'est pourquoi il faut fonctionner avec le consommateur et par la pédagogie, parce que peut-être que le consommateur peut aussi évoluer dans son bol alimentaire. Oui, mais ce que, pardon Jean-Marc, mais ce que dit Samuel Botton, parce que lui, il voulait recentrer. Moi, j'ai posé la question pour concerner un maximum de personnes. On se recentre, ok, allons-y sur l'acétamie, etc. Hein, voilà. Oui. C'est-à-dire que je l'ai dit à chaque fois en l'ayant sous les yeux, et là, je l'avais plus, je l'avais perdu. Bon, bref, betterave et noisette uniquement. Donc là, ça concerne pas tout le monde. Je vous dire le mot lobby. Hein. Oui, voilà. Mais ça, même si ce n'est que sur les betteraves et que sur les noisettes, et que c'est un produit de transformation, on se le prend en pleine figure. C'est ça, Jean-Marc Governatori ? En l'état, oui. Maintenant, le fait que le Conseil constitutionnel ait bloqué ça, bon, moi je trouve que c'est très bien, mais il y en a plein d'autres de pesticides de synthèse qui provoquent des maladies chez les consommateurs et les agriculteurs. Il y a le métalaxy, il y a les glyphosates, il y a des éléments qui font qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. Soit la santé, c'est la priorité, soit la santé n'est pas la priorité. Si la santé est la priorité, et c'est évident qu'elle devrait l'être, eh bien, on tend vers une agriculture qui consomme de moins en moins de pesticides de synthèse. Et dans le même temps, vous envoyez des milliers d'agriculteurs à l'abattoir. Non, attention, je ne dis pas que je suis contre ce que vous venez de dire, attention. Mais c'est juste prendre en compte l'équilibre. Samuel, oui, terminez votre phrase, Samuel. Prendre en compte l'équilibre écologique qui est nécessaire. Et prendre en compte le point que j'évoquais, cet équilibre de transformation de la mentalité agricole et de son mode de fonctionnement. Et ça, malheureusement, c'est comme les véhicules thermiques. L'horizon, c'est pas 2035, c'est plutôt 2050, mais il faut l'accompagner dès maintenant. Voilà, alors chacun répond. Donc, Priscilla Ludowski voulait rajouter quelque chose. Non, mais enfin, ce que je dis, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont d'accord avec le fait qu'il faut changer de modèle, aussi. Mais à quel moment on commence à le faire ? Quand est-ce qu'on s'y met ? Quand est-ce qu'on les met autour de la table ? Quand est-ce qu'on leur donne les outils pour faire ce qu'il faut ?
C'est ça aussi. Et qu'ils aient les moyens de vivre pendant qu'on fait cette transition-là aussi. Et après, dans l'ordre, c'était vous, Jean-Marc Governatori. Non, mais la base, c'est évidemment un marché unique, règle unique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une faute du politique, évidemment, que de mettre en concurrence nos paysans avec des paysans qui jouent avec d'autres règles du jeu. C'est comme si vous faites un match de foot, vous n'utilisez que les pieds, et en face, ils ont le droit d'utiliser les mains. Ça ne peut pas fonctionner. Et en l'état, c'est bien ça. Donc, c'est aux décideurs politiques de faire ce qu'il faut, mais le consommateur aussi peut jouer un rôle à travers sa consommation quotidienne, mais aussi à travers son vote. Et il est clair que lorsqu'il y a peu de votes écologiques, effectivement, le gouvernement a tendance à se laisser aller et à se dire tant pis, on verra plus tard, pour résoudre des problèmes de court terme, alors qu'il prépare des problèmes de moyen et long terme. Madi Saïdi. Oui, moi je pense qu'il faut complètement repenser l'agriculture et encore faut-il qu'on soit d'accord sur la conception qu'on a de l'agriculture. Alors oui, il faut tout repenser, mais comment? Rien que nous, entre Français, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Avec les Européens, c'est même pas la peine. Donc je crois qu'il faut tout reconstruire. Alors évidemment, ça va pas se faire en 10 ans, en 20 ans. Je pense que ça va être sur du long terme. Et surtout avoir de vrais objectifs. Ailleurs dans le monde, ça fonctionne. Certains arrivent à être agriculteurs. Alors évidemment, c'est peut-être pas de l'intensif, mais ils arrivent à cultiver, à faire de l'agriculture, à nourrir les gens de manière correcte, en évitant toutes ces maladies qu'on voit arriver de partout et là. On a des cancers qui débarquent de partout. Il y a de plus en plus de cancers infantiles. On n'en avait pas avant. Il y a bien une raison qui pourrait expliquer cela. Mais je crois qu'il y a aussi une question de conception. Comment on veut vivre, comment on veut manger. Et encore faut-il qu'on soit d'accord sur l'agriculture qu'on veut demain. Et ça, c'est pas réglé. Alors, ce qui ressort de ça, et Jean-Marc Governatori pour la conclusion, hier, on parlait finalement des agriculteurs qui étaient des premiers écologistes. On en a parlé dans l'actualité avec Claude, etc., etc. Des écologistes ont très politisé la question et finalement, il y a une césure entre agriculture et écologie. Comment réconcilier les deux parties? Ça sera la conclusion, Jean-Marc Governatori. D'une part, mettre en place marché unique, règle unique, sinon on ne peut pas avoir un marché unique. Il faut évidemment que nos agriculteurs soient à égalité de normes avec les autres. Et d'autre part, pour le cas de l'acétamipride, je rappelle que ça se présente sous forme de poudre blanche et je vous suggère d'éviter les poudres blanches. Oh, la conclusion. Merci Jean-Marc Governatori. Merci Priscilla Ludowski, Madi Saïdi et Samuel Botton. Vous m'avez accompagné pour la dernière avant les vacances. On reviendra avec Judith Belair pour la dernière semaine et puis après on verra ce qui se passera dans la vie de chacun. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci à notre exceptionnelle réalisatrice Marie qui s'appelait Faye et puis qui entre-temps dans le mois de juillet s'est appelée Le Gall. Elle s'est mariée. Pourquoi Faye? Parce que Faye et puis après Le Gall. Faye, F-A-Y-E. Voilà, c'est ça. J'aime bien ça. Ah ouais, au niveau de... Ça j'aime bien. Voilà. Merci à toute l'équipe. Il y a quelque chose de sénégalais dans Faye en fait. Il y avait Apollo Faye, un grand basketteur. Aussi. Voilà. Merci à vous tous. Dans un instant les infos et pour ceux qui partent comme moi, bonnes vacances.